quel point changerait One Piece si Luffy voyait son fruit du démon disparaître? Le combat ultime qui l'attend pour atteindre le titre de roi des pirates sera face à l'homme incarnant le diable en personne, maudit par 2 fois par les océans en ayant consommé 2 fruits du démon. Marshall D. Teach et son terrible Yami Yami no Mi auraient non seulement comme rôle de symboliser le combat du soleil contre les ténèbres, mais pourraient également signer la disparition du fruit de Luffy. Comment et pourquoi? Eh bien, découvrez-le aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Yo les bros, c'est Godji et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui et après une semaine de pause, nous nous retrouvons pour la review du chapitre 1047 de One Piece. Ensemble, décortiquons et analysons ce chapitre qui sera sans l'ombre d'un doute l'un des derniers du combat de Kaido et Luffy. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que le week-end prochain sortira l'une de mes plus grosses et longues théories, alors soyez présents, vous ne le regretterez absolument pas. Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner les bros, nous sommes aux portes des 300 000, on a besoin de chacun de vous, également le like habituel soutient toujours autant la chaîne et contribue à un meilleur référencement. Merci à vous. Et bien maintenant, commençons cette review. Nous retrouvons Iori et Orochi, le shogun est parvenu à se libérer des effets du granit marin, permettant ainsi sa transformation en Yamata no Orochi. Cependant, les flammes le consument et Orochi dévoile une apparence absolument infernale, effrayant Iori. Pour le coup, je suis comme vous, j'attends avec impatience le dénouement de ce combat en particulier qui ne semble pas avancer depuis bien trop longtemps. Cependant, j'ai toujours cette intuition que je vous partageais dans ma dernière review, Oda ralentit volontairement le rythme de son histoire pour une raison bien précise. C'est à mon sens encore plus flagrant dans ce chapitre avec Iori et Momonosuke qui sont tous les deux face à une impasse. Comme je le disais à l'instant, Orochi a repris l'avantage en se libérant du granit marin, ce qui ne va pas en faveur d'Iori, tandis que Momonosuke, lui, se retrouve impuissant à contrôler la chute d'Onigashima. Les héritiers Kozuki se retrouvent en même temps face à leur plus grand démon qui est d'honorer sans échouer le fardeau qui pèse sur eux, la vengeance du drame des Kozuki d'il y a 20 ans. Alors si Oda repousse autant le dénouement final, ne serait-ce que de celui des enfants Kozuki, c'est sans doute car il planifie de leur donner une finalité en même temps, dans le même chapitre, pour symboliser l'évolution d'Iori et Momonosuke et l'achèvement de leur rôle au sein de cette guerre. Pour Iori, j'ai 2 hypothèses. La première, je vous en ai souvent fait part, la mort d'Orochi des mains de cette dernière. C'est elle qui a grandi toutes ces années à ses côtés dans l'unique but de mener à bien sa vengeance, alors c'est elle aussi qui doit porter le coup final. Et pour cela, Oda a mis en place une très grande symbolique autour de la lame restante d'Oden, à savoir le Ameno Abakiri, qui reviendrait donc à Iori, et qui est un sabre inspiré de l'histoire mythologique japonaise ayant été utilisé pour tuer le terrible serpent Yamata no Orochi. Une belle conclusion, cohérente et poétique qui peut cependant être éclipsée par la deuxième hypothèse. Orochi serait mis hors d'état de nuire par le torrent d'eau se déversant dans Onigashima. Il reste un utilisateur de fruits du démon, donc sensible à l'eau, et cette vague incontrôlable risque de lui arriver dessus à tout moment. En plus d'éteindre le feu qu'il consume, Orochi serait affaibli et emporté loin d'Iori, mettant fin à leur rencontre. Évidemment, je prie encore pour voir la première hypothèse apparaître. Pas beaucoup d'avancées du côté de la fille des Kozuki, alors passons du côté du fils. Momonosuke en est plus ou moins au même point qu'avant. Son manque de confiance, d'estime et sa peur de l'échec continuent de le poursuivre, il ne se sent toujours pas capable de tenir le rôle qu'on lui impose. Pourtant, il n'a pas le choix, et c'est ce qui va faire la différence. Un bref flashback d'il y a 20 ans, le jour où Toki l'a envoyé lui et les samouraïs dans le futur, refait surface et dévoile exactement le même Momonosuke avec exactement les mêmes peurs. Pourtant, il accepte finalement la mission qu'on lui a confiée. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas d'autre choix. La vie de ses vassaux en dépendait. Et ça, Luffy l'a très bien compris. La page finale de ce chapitre montre un Luffy prêt à asséner une attaque d'une terrible puissance à Kaido qui aura des répercussions directes sur l'île entière. Pour cause, le point de Luffy a atteint une dimension colossale égalant Onigashima. Un coup d'une telle envergure détruirait sans l'ombre de doute la demeure du Yonko et le lieu de cette bataille. Pourtant, Luffy semble déterminé à aller au bout et quoi qu'il arrive, cette attaque sera assénée. Pourquoi faire une telle chose si ça signe par la même occasion la mise en péril de toute cette guerre ? Tout simplement pour ne laisser à nouveau pas le choix à Momonosuke. Luffy est conscient des conséquences de son attaque tout en étant conscient que Momonosuke ne laissera personne mourir. Le mettre dans une telle situation est périlleux, mais c'est également une incroyable marque de confiance qu'il a en lui. Et ironiquement, cette situation nous l'avons vécue sur Wano Kuni avec Luffy lui-même lors de son apprentissage du Ryuo. Souvenez-vous, alors qu'il commençait à peine à comprendre le fonctionnement du haki de l'armement avancé, il réussit à l'utiliser pleinement alors que sa vie et celle de Yogoro en dépendaient. Ce dernier l'expliquera de la plus simple des façons, c'est dans les situations critiques que notre force s'épanouit. La nature urgente et inévitable d'un événement poussera forcément un homme dans ses retranchements pour y libérer une force unique. Le mentor de Luffy sur Wano Kuni, Yogoro, a poussé son élève dans ses fameux retranchements et ça a porté ses fruits. Luffy fait aujourd'hui exactement la même chose pour Momonosuke et compte sur lui pour être à la hauteur de ses attentes. Et la relation de Luffy et Momonosuke est absolument magnifique et tous ces moments le prouvent à nouveau. Cette décision qu'a prise Luffy de créer cette épée de Damoclès au-dessus d'Onigashima est également le signe d'une fin très proche de son combat contre Kaido. L'attaque qu'il va lui
lui assénée est sans l'ombre d'un doute la plus puissante qu'il n'a jamais générée de toute sa vie. Un coup de cette taille, chargé de haki, semblant combiner avec les éclairs, si Kaido l'a subi de plein fouet, et c'est ce qui va arriver, sa défaite sera plus proche que jamais. Donc oui, ce chapitre marque une étape supplémentaire vers la fin de ce combat qui dure depuis plus d'1 an déjà, et l'autre élément du scénario qui me conforte dans cette idée, c'est évidemment la fin du Festival du Feu. Les lanternes de souhait des habitants de Wano Kuni se sont envolées, et comme j'ai aimé le théoriser dans mes précédentes reviews, ce n'est qu'en atteignant Onigashima, flottant au-dessus de la capitale, entourant Luffy et Kaido de toutes parts, que le combat prendra une toute autre tournure. La fin du Festival du Feu, les vœux des esclaves de Wano Kuni réalisés, l'aube qui s'apprête à se lever, il ne faudra pas attendre longtemps avant que cette guerre se termine et que ses vainqueurs soient déclarés. Nous pouvons désormais passer à la deuxième et partie finale de cette review qui se basera quant à elle sur une révélation faite par Kaido. Une révélation qui, je suis sûr, vous fera voir la fin de One Piece d'un œil bien différent. Kaido nous fait effectivement part d'une énorme révélation. Goldie Roger ne possédait pas de fruit du démon. Ce n'est absolument pas étonnant et à plusieurs reprises, j'ai pu vous expliquer pourquoi la puissance de Roger ne provenait pas d'un fruit du démon, mais bien de son simple acquis. L'information nous est bien confirmée ici avec malgré tout plusieurs dizaines d'années de doute. Mais le plus intéressant vient après car Kaido explique que pour faire de grandes choses et même conquérir le monde, les pouvoirs des fruits du démon ne sont en rien nécessaires, chose prouvée par Roger. Et que la seule et unique chose qui comptait, quoi qu'il arrive, était le haki. Ce passage m'a fait sourire et m'a ramené à la fin de ma review du chapitre 1044. Pour aller encore plus loin, je suis persuadé que Luffy finira par perdre son fruit du démon en combattant Barbe Noire. Oui, je me persuade encore que Luffy perdra son fruit du démon et je profite de cette révélation pour vous révéler toutes les raisons qui me poussent à penser que le Itonomi modèle Nika sera à la fin de One Piece un ancien souvenir. L'indice principal, c'est Barbe Noire. Il est l'antagoniste parfait de Luffy, le rival qui représente sa parfaite opposition. Il est celui qui doit être stoppé dans sa course infernale de la domination mondiale. Mais surtout, il est le seul capable d'extraire les fruits du démon. Grâce à son Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres, le pouvoir le plus démoniaque qui soit, Barbe Noire est en mesure d'annuler le fonctionnement des autres fruits du démon, mais serait également capable de bien plus encore. C'est par les pouvoirs du Yami Yami no Mi que Marshall D. Teach aurait réussi l'exploit d'extraire le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche, ainsi que de l'approprier. Chapitre 441, là où les pouvoirs de Teach nous sont le plus dévoilés, il explique que la force de gravitation des ténèbres attire la substance même des pouvoirs du démon. Il explique également que les ténèbres sont capables de drainer et d'annuler les pouvoirs des possesseurs de fruits du démon simplement en posant la main sur leur corps. Son combat contre Ace est le parfait exemple du contrôle que le Yami Yami no Mi a sur les autres fruits du démon. C'est absolument phénoménal et expliquerait comment il a pu absorber le Gura Gura no Mi. Pas seulement, les databooks eux-mêmes confortent cette théorie. Dans le Blue Deep, il est tout simplement sous-entendu que si Teach a pu acquérir les pouvoirs de Barbe Blanche, ça ne serait possible que par son fruit du démon démoniaque. Sans omettre la traque d'utilisateur de fruits du démon à laquelle il s'adonne, lui et son équipage, tout porte à croire que si Teach était si intéressé par le Yami Yami no Mi, ce n'est pas seulement pour sa puissance, mais bien pour sa capacité exceptionnelle d'extraire et d'annuler les pouvoirs d'autres fruits du démon. Si cette compétence fait partie intégrante du pouvoir de Teach, si l'éveil de son Yami Yami no Mi permet au terrible Yonko de retirer les fruits du démon de ses adversaires sans les tuer, alors à aucun moment nous pouvons mettre de côté l'hypothèse que Luffy perde ses pouvoirs face à lui. En réalité, et contre toute attente, le Gomu Gomu no Mi de Luffy, ou du moins son Zoan mythique modèle Nika, ne serait pas tant une force contre Teach, mais plutôt une faiblesse. Comme il le disait lui-même, les utilisateurs de fruits du démon se reposent trop sur leurs pouvoirs et leurs compétences les rendant invulnérables, ne basant leur puissance que sur eux. Une vérité fracassante quand on voit Ener, avec l'un des plus puissants logas du monde, perdre à cause de son excès de confiance. Alors finalement, le meilleur moyen de venir à bout de Teach, c'est tout simplement de ne pas lui donner l'avantage de retourner contre Luffy son propre fruit du démon. Pas seulement puisque la perte du Itonomi modèle Nika dans son combat contre Barbe Noire et le retour d'un Luffy sans pouvoir démoniaque marquerait un parallèle absolument magnifique avec Roger et Shanks. Il suit les traces d'un, il est l'élève et le protégé de l'autre, et l'ironie de la chose veut qu'aucun des deux, ni Roger ni Shanks, ne possède un fruit du démon. Il a toujours suivi leurs traces, et ce sans jamais s'en rendre compte. Alors si Luffy atteignait finalement le titre de roi des pirates tout comme Roger, sans les pouvoirs de son fruit du démon. Kaido l'a très clairement dit, la seule puissance qui compte et qui est au-delà de tout, c'est le haki, et il n'a jamais eu autant raison. Pour cause, c'est le haki qui est directement influencé par la volonté d'un homme, pas le fruit du démon. La puissance du haki n'est nourrie que par la détermination à réaliser ses rêves. Si Luffy a atteint un tel niveau aujourd'hui et est capable de rivaliser en puissance avec Kaido, ce n'est pas seulement grâce à son fruit du démon, mais bien à l'éveil de la forme de son haki des rois. Depuis le chapitre 1010, leur combat ne tourne qu'autour de cette capacité, et à raison, car les ambitions d'un homme sont perceptibles à la grandeur de son haki. Ce qui nous mène au dernier point, la morale de cette histoire, la morale de la perte des pouvoirs de Luffy. Ne serait-ce pas là une des plus belles fins qu'Oda pourrait nous offrir en donnant comme message que Luffy n'a pas besoin d'un fruit légendaire pour accomplir de grandes choses, que la force de la volonté sera toujours supérieure à la force d'un artifice quelconque?
Imaginez un seul instant l'impact qu'aurait la fin de One Piece avec un Luffy dans sa plus grande simplicité, capable de vaincre et surpasser le seul homme au monde à posséder plusieurs pouvoirs de fruits du démon. Une symbolique extrême mettant face à face un homme ayant commis les pires crimes pour s'emparer d'un pouvoir capable de le hisser au sommet, et un homme ayant mangé sans jamais le vouloir un fruit du démon le privant de nager, mettant en péril son rêve de liberté. Teach, dans sa quête de pouvoir, consumé par son ego, son avidité, sa cupidité, perdrait face à celui qui n'a comme moteur que sa volonté et sa détermination. Et peut-être que ça a toujours été un foreshadow de la part d'Oda depuis le début de son histoire. Peut-être que pour être le roi des pirates, le roi des mers, il ne faut pas être maudit par l'océan et donc ne pas avoir de fruit du démon. Luffy devait apprendre à nager pour être pirate et accomplir son rêve d'en devenir le roi. Or, la consommation du Gomu Gomu no Mi et la malédiction de l'océan a failli remettre tout en cause. Durant le voyage de Roger en direction de Loftel, les deux seules personnes de l'équipage à avoir consommé un fruit du démon, à savoir Baggy et Toki, sont mystérieusement tombés malades au même moment, les empêchant de se rendre sur l'île ultime. Je sais que ce n'est peut-être qu'une surinterprétation, mais ce chapitre m'a vraiment donné la sensation qu'Oda souhaitait se diriger vers ce genre de scénario. Un scénario où son héros perdrait une partie de ce qu'il caractérise, mais qui à la fois montrerait qu'avec ou sans fruit du démon, Luffy est toujours Luffy, son rêve est toujours le même, et son désir de liberté ne pourra jamais être entravé, quel que soit l'obstacle se dressant sur son chemin. J'espère que cette vidéo vous aura plu les bros, ça a été un plaisir de vous proposer cette review et cette théorie finale qui trotte dans ma tête depuis bien des années déjà. Bien que la semaine prochaine soit marquée d'une nouvelle pause de One Piece, ma vidéo sera là pour combler le vide, alors soyez à l'affût. En attendant, portez-vous bien et prenez surtout bien soin de vous et de vos proches. Peace les bros.